Au Rwanda, un opposant exilé en France depuis 2005 a assuré ce mercredi s'être vu refuser le droit d'entrer sur le territoire. Il souhaitait se présenter à la prochaine présidentielle face au président Paul Kagame. Au Niger, en moyenne 800 personnes meurent chaque année dans ce pays de 19 millions d'habitants à la base. L'imprudence des conducteurs et le mauvais état des routes. Enfin, en Espagne, le parquet a requis 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de Neymar. Il est poursuivi pour corruption dans le cadre de son transfert au FC Barcelone. Voilà pour le sommaire. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Un opposant rwandais exilé en France depuis 2005 a assuré ce mercredi s'être vu refuser le droit d'entrer sur le territoire rwandais. Il souhaitait se présenter à la prochaine élection présidentielle face au président Paul Kagame. Thomas Naimana était attendu à Kigali après une escale au Kenya avec 3 autres membres de son parti politique, Ishema, qu'il avait l'intention d'enregistrer pour pouvoir se présenter à la présidentielle de 2017. L'annonce du retour de l'ancien prêtre avait provoqué de vifs débats sur les réseaux sociaux au Rwanda, où il est notamment accusé d'avoir tenu sur son site internet des propos niant le génocide des Tutsis en 1994. En outre, la conférence des évêques catholiques du Rwanda avait déclaré qu'elle se désolidarisait du jeune prêtre. La justice zimbabwéenne a suspendu ce mercredi les poursuites intentées contre 5 anciens combattants de la guerre d'indépendance. Ils étaient accusés d'avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe en dénonçant ses méthodes dictatoriales. Les détails. C'est la 2e audience du procès intenté contre les 5 anciens combattants de la guerre d'indépendance, accusés d'avoir sapé l'autorité du président Robert Mugabe. Elle s'est soldée par la suspension des poursuites qui pesaient sur eux. Une décision prise par le juge qui a reproché au parquet ses demandes répétées de report des débats. Avec cette décision, le juge impose donc au parquet de renouveler toute la procédure avant d'obtenir une nouvelle date d'audience. Pour la petite histoire, les anciens combattants du Zimbabwe sont poursuivis pour avoir écrit en août dernier un texte accusant le président zimbabwéen de comportement dictatorial. Outre cette accusation, ils avaient également annoncé qu'ils ne soutiendraient pas une nouvelle candidature à la présidence du chef de l'État. Considérés comme des piliers du régime, les vétérans ont publiquement manifesté leur défiance à Robert Mugabe l'été dernier en pleine vague de manifestations anti-Mugabe. Des manifestations qui se sont heurtées à la répression implacable menée par le régime contre toute forme d'opposition. Libération pendant ce temps de 3 personnes à Madagascar. Elles étaient interpellées dans le cadre d'une enquête sur le meurtre de 2 Français, Magali et Romain. Un meurtre qui s'est produit au mois d'août 2016. Reportage. On s'en souvient encore. 2 Français ont été assassinés au mois d'août dernier à Madagascar. Dans le cadre de l'enquête, 2 Malgaches et un Français interpellés pour le meurtre de ces personnes ont été relâchés. Thierry Rajoana Loret, procureur de la province de Tamatave, a déclaré que la justice estime qu'il n'y avait plus aucune raison de les retenir. Par ailleurs, il a affirmé que les résultats issus des autopsies sur le corps des 2 Français ont révélé qu'aucun élément n'était disponible contre les suspects. Cependant, ils ne sont pas innocentés. Le suspect français, ex-petit ami de l'une des victimes, a été libéré lundi, mais se trouve toujours à Madagascar. 5 autres personnes sont toujours en détention. Pour mémoire, Magali et Romain travaillaient comme bénévoles pour une association de protection de l'environnement et des mammifères marins. Ils avaient été retrouvés morts sur une plage de l'île malgache de Sainte-Marie au nord-est du pays. Un calme précaire a prévalu ce mercredi matin dans la ville de Bamenda au nord-ouest du Cameroun où 3 personnes ont perdu la vie entre lundi et mardi. C'était lors de violentes manifestations réprimées par les forces de sécurité. Lesquelles manifestations font suite à une grève des enseignants anglophones qui avaient appelé les personnels des établissements scolaires et les élèves à rester chez eux. Les manifestants ont brûlé des pneus sur la voie publique avant d'être dispersés par la police. De son côté, le gouvernement camerounais a assuré être à la recherche d'éléments de preuve sur cette situation.
Près de 200 avocats se sont massés ce mercredi devant le Parlement à Tunis. C'était pour protester contre le projet de budget 2017. Ce dernier est en effet à l'origine de tensions sociales parce que comportant des mesures de rigueur qui visent à lutter contre les déficits publics. Ils sont près de 200 avocats à avoir manifesté ce mercredi devant le Parlement à Tunis. À l'appel du Conseil tunisien de l'Ordre des avocats, ils étaient venus protester contre les dispositions fiscales du projet de loi de finances 2017 qui est actuellement examiné par l'Assemblée des représentants du peuple après son adoption par le gouvernement. Le problème qui a, c'est-à-dire provoqué ce rassemblement et ces mouvements de contestation, c'est que l'administration financière, elle veut prendre des décisions spéciales pour les avocats, ce qui est refusé d'une manière définitive et totale. En lieu et place des mesures contestées, les avocats tunisiens proposent que le métier d'avocat soit considéré comme une profession libérale dans le projet de loi de finances 2017. Les avocats doivent être pris dans le cadre des professions libérales en sa totalité. On veut qu'il y aurait une commission qui réunirait tous les intervenants du secteur privé et que la loi de finances soit une loi générale qui s'applique à tout le monde en même temps. Moins nombreux qu'il y a un mois où ils avaient manifesté pour la même cause devant le tribunal de première instance de Tunis, les avocats tunisiens qui réclament la démission de la ministre des Finances affichent leur détermination à mener leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Au Bénin, il a été procédé à un atelier bilan de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel 2012 en vue de la rédaction du rapport alternatif 2017 initié par l'ONG Changement Social. Les travaux du dit atelier ont été conjointement appuyés par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et le programme du Bureau régional Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Plus de précisions respectivement avec le président du bureau exécutif de l'ONG Changement Social Bénin et le chargé du programme du Bureau régional Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ralmed Gandaro et Abdoulaye Sey interviennent sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Romaric Labité. Nous sommes exactement à 4 mois de la soumission au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du rapport alternatif, sinon des préoccupations de la société civile béninoise relativement aux droits humains au Bénin. 4 mois, chers collègues, cher René, pour convenir d'un document concis, précis, pour exprimer nos attentes à la communauté internationale afin qu'à l'issue de l'examen périodique universel 2017, la République du Bénin renouvelle ses engagements en ce qui concerne la promotion, la protection et le respect des droits humains. Chers partenaires, pour la suite de ce processus, autant nous vous avons engagés auprès du gouvernement béninois, ici représenté, nous voudrions continuer par espérer votre appui pour la rédaction et la soumission de notre rapport au commissariat d'une part, et d'autre part pour la représentation de la société civile béninoise à Genève en vue de la présentation du rapport et du lobbying auprès des chancelleries présentes à Genève. Notre bureau, comme à l'accoutumée, va continuer à appuyer le processus, que ce soit engagé par les sociétés civiles, que ce soit également engagé par l'État. Le commissariat et le PNUD vont, durant l'exercice 2017, accompagner l'État du Bénin également à élaborer son rapport sur le niveau des recommandations de pays. Accident de la route au Niger. En moyenne, 800 personnes meurent chaque année dans ce pays de 19 millions d'habitants. À la base, l'imprudence des conducteurs et le mauvais état des routes. Le ministère nigérien des Transports s'en préoccupe. Il y a lieu de renforcer la sensibilisation quant à l'excès de vitesse, le téléphone au volant, les effets de stupéfiants et de l'alcool. Le Niger détient plus de 37% du taux des accidents de la route dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, selon les statistiques officielles. Hors du continent africain, le meurtrier de la députée britannique Joe Cox a été condamné ce mercredi à la perpétuité sans possibilité de libération. Une peine plutôt rare qui illustre l'horreur qui a saisi le Royaume-Uni face à ce meurtre motivé par une idéologie déviante. Faut-il le rappeler, Joe Cox, cette parlementaire travailliste de 41 ans, a été tuée de plusieurs balles et coups de couteau le 16 juin dernier.
La Cour a établi que le meurtre avait été prémédité et dicté par les sympathies nazies du jardinier, décrit comme un homme tranquille et solitaire par ses voisins. Il a notamment été démontré que Thomas Mehr avait eu accès à une publication d'extrême droite et à des documents nazis. Thomas Mehr n'a pas réagi à l'énoncé de sa peine. S'il a plaidé non coupable, il a refusé de s'exprimer ou de se défendre au cours de ce procès. Pour la personne qui a fait ça, nous n'éprouvons rien d'autre que de la pitié, que sa vie a été dépourvue d'amour et rongée par la haine, que cela a été sa tentative lâche et désespérée d'y donner un sens. Le meurtre de cette mère de 2 jeunes enfants qui militait pour le maintien dans l'Union européenne et l'accueil des réfugiés avait bouleversé les Britanniques et entraîné la suspension pendant plusieurs jours de la campagne référendaire. Il avait aussi mis au grand jour les divisions profondes sur l'Europe d'une société fière de ses valeurs de tolérance, mais mal à l'aise avec les immigrants en provenance du continent. Le parquet espagnol a requis 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de l'attaquant brésilien Neymar. Il est poursuivi pour corruption dans les affaires dans le cadre de son transfert du FC Santos au FC Barcelone. Les images. Le parquet requiert 2 ans de prison, une inhabilitation de 3 ans pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale et une amende de 10 millions selon les réquisitions consultées. Dans un premier temps, le Barça avait officiellement chiffré le transfert du joueur depuis le club brésilien de Santos à 57,1 millions d'euros, 40 millions pour la famille de Neymar, 17,1 pour Santos. Mais selon la justice espagnole, il a en réalité coûté au moins 83,3 millions. Une partie de la somme aurait servi à réserver Neymar pour qu'il n'examine pas d'offres concurrentes, d'où la corruption entre particuliers. La justice enquête, en effet, après une plainte de la société brésilienne 10, détentrice d'une partie des droits du footballeur qui s'estime lésé. 10 demande à la justice espagnole de condamner Neymar et Bartomeu, d'une part, à des peines de prison qui puissent aller jusqu'à 5 ans et qui pourraient donc impliquer leur incarcération réelle, et d'autre part, à une interdiction professionnelle pour que ni Bartomeu ne puisse rester président du FC Barcelone, ni Neymar Junior ne puisse continuer à jouer. En Espagne, les réquisitions du parquet sont rendues avant le renvoi devant un tribunal que le juge en charge du dossier pourrait prononcer très rapidement. En vertu des réquisitions du parquet, Sandro Rosell, ex-président du Barça, Odilio Rodriguez, ex-patron de Santos, risque aussi des peines de prison comme les parents de Neymar pour avoir participé aux négociations. En Espagne, les peines inférieures ou égales à 2 ans sont rarement exécutées, sauf en cas de récidive. Neymar est également dans la tourmente au Brésil, où la justice a gelé une partie de ses actifs pour fraude fiscale présumée en lien avec son transfert. Nous ne sommes pas inquiets parce que tous les contrats ont été signés conformément aux dispositions légales, éthiques et morales. Et Santos FC et le FC Barcelone en avaient connaissance. C'est ce qu'a écrit le cabinet NN Consultoria, propriété du père de Neymar, dans un communiqué que c'est ce cabinet de conseil brésilien qui gère les entreprises du capitaine de la Seleção du Brésil. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et agréable journée à chacun et à tous.